point de l'actualité. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. 10 mars 2021, 10 mars 2022, cela fait un an aujourd'hui que l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés. Ce jeudi, un moment de prière s'est tenu à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le compte-rendu d'Abdoulaye Koné dans cette édition. Un an après le départ de l'ancien Premier ministre, la rédaction de RT1 se souvient d'Ahmed Bakayoko, l'homme du dialogue politique, un dossier sur sa démarche et son esprit rassembleur, alors que le 4 mars dernier, la phase 5 de ce cadre d'échange a refermé ses portes avec, pour la toute première fois, une signature à l'unanimité des partis. Et puis le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce jeudi au lancement des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune d'Abobo. Ce projet permettra la réduction de la vulnérabilité aux inondations dans certaines zones urbaines du pays et l'amélioration de la gestion des déchets solides dans les municipalités ciblées. La Côte d'Ivoire se souvient d'Ahmed Bakayoko. Voilà un an que l'ancien Premier ministre a quitté la des hommes à la grande mosquée de la Riviera Golf. Ce jeudi, on a prié pour le repos de son âme. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé à cette cérémonie. Abdoulaye Koné. À la grande mosquée de la Riviera Golf, la cérémonie de commémoration du rappel à Allah de l'ancien Premier ministre a été très écuménique. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an. Dans un équilibre entre prière, zikr et psalmodie du Saint-Coran, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et de groupements politiques ont formulé des prières ce jeudi pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. En plus des prières, des dons et des témoignages ont également marqué la cérémonie de ce jour anniversaire. De son côté, la grande famille Bakayoko n'a pas manqué de remercier le chef de l'État. Les familles sont très sensibles et reconnaissantes à l'importante présence en nombre et en qualité des guides religieux, des imams sous l'autorité spirituelle du Cheikh Aïma Ousmane Diakité, qui, à travers la lecture intégrale du Saint-Coran et leur invocation, ont prié pour le repos de l'âme de notre regretté Ahmed Bakayoko. C'est le lieu de renouveler notre infinie gratitude à tous ceux qui n'ont cessé de nous apporter leur soutien spirituel, moral et matériel tout au long de cette douloureuse année qui a précédé le départ de son autre grand frère, Amadou Gon Coulibaly. C'est sur cette note de remerciement, de reconnaissance et de gratitude que je vais terminer mes propos en demandant à tous, à toutes et à tous, de faire beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, que Dieu lui accorde longue vie, beaucoup de santé, afin qu'il puisse continuer à guider cette nation dans la paix. Une foule d'amis, d'élus et des représentants des différents cultes ont entouré la famille de l'ancien Premier ministre et maire d'Abobo, dont on se souviendra longtemps encore. Elles sont venues nombreuses lui rendre hommage. Plusieurs personnalités n'ont pas manqué de saluer la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Son engagement pour la paix n'est pas resté dans l'ombre, suivant ses réactions. Après Amadou Gon Coulibaly, 8 mois après Ahmed Bakayoko, chaque cérémonie d'anniversaire est un moment pour nous de rappel, mais de tristesse aussi, parce que ça nous rappelle que nous avons perdu deux frères, mais deux dignes fils de la Côte d'Ivoire et des fils du président de la République. Quelle que soit la cruauté du destin, la volonté de Dieu s'est exprimée, mais nous notons que Ahmed est encore dans nos mémoires. Ahmed Bakayoko a été de tous les milieux et je crois que la grande mobilisation des Ivoiriens à l'occasion de son décès et à l'occasion même de cette cérémonie commémorative l'illustre parfaitement. J'ai passé de nombreuses heures de discussion avec lui. Nous avons réussi à nous apprécier mutuellement et à
apporté en plus du fait que quelque part nous étions liés parce que son épouse est ma nièce, mais nous avons pu donc vraiment mettre tout cela au service du pays. Et je peux dire que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire connaît cette accalmie relative et si tous les partis politiques sortent du dialogue politique, je dirais unanime, c'est aussi grâce à Ahmed Bakayoko. Nous ne pouvons que remercier le Tout-Puissant et prier pour que le Tout-Puissant lui accorde sa grâce et lui ouvre les portes du paradis Firdaus. Mais nous, en tant que simples croyants, nous avons foi au fait, compte tenu de tout ce qu'il a fait de bien sur cette terre, nous avons foi que le Tout-Puissant lui accordera sa grâce. C'est une perte énorme parce qu'il faisait partie de ces rares avec qui, peu importe nos sensibilités politiques du moment, nous nous parlions ouvertement. C'est une grosse perte également pour la Côte d'Ivoire parce qu'il était un trait d'union, il était ouvert à tous. Il se disait qu'il n'y a rien d'impossible et que dans le dialogue, par le dialogue, dans la sincérité, on peut toujours trouver des solutions. C'est donc une valeur que nous avons perdue et nous sommes venus pour poursuivre les prières pour le repos de son âme, pour apporter le soutien à Yolande, aux enfants, à Zoumana, à toute la famille. Et je pense que Ambak peut partir en paix. Ambak, le trait d'union, c'est ainsi qu'on le qualifiait pour sa diplomatie et son jeu d'équilibre. Il a toujours su amener l'opposition à la table des discussions. Il avait également les mots justes pour les populations. La rédaction de RTI1 se souvient de l'homme dans ce dossier d'Alexis Ouedraogo. Nommé le 30 juillet 2020 Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko prend officiellement fonction le 4 août 2020 à la primature. Son mandat, il le place sous un mot-clé, le dialogue. Aujourd'hui est à proprement parler mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des échanges avec les animateurs politiques de notre pays. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. S'il est un exercice auquel Ahmed Bakayoko était bien rompu, c'était sans conteste celui de la conciliation. Sur instruction du chef de l'État, il relance le dialogue politique dans sa phase 4. Une initiative saluée par les principaux acteurs de la scène politique. Pour Ahmed, il faut se parler en tout temps et regarder à l'intérêt supérieur de la nation. La politique, c'est la politique et le champ de bataille de la politique, c'est les élections, les urnes, les campagnes politiques. Mais après ça, il y a la relation humaine entre les gens. Il ne faut jamais que la politique soit au-dessus de la relation humaine. C'est très important. Et moi, vous savez que c'est un de mes principes. Il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais on se voit, j'ai des visites, ils me visitent et on parle de tout. À 3 mois de la présidentielle 2020, il faut garantir un climat apaisé. Ahmed Bakayoko est sur le terrain, tantôt en ville, tantôt dans les régions les plus reculées. Son message est d'abord pour la jeunesse qui l'invite à se départir des querelles politiciennes. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Face aux acteurs politiques, son discours est privilégier toujours le dialogue. Bien heureusement, dans notre pays, toutes les partis ont gouverné. Toutes les partis ont connu un cheminement dans l'opposition. Donc chacun connaît les contraintes de l'État. Et chacun aussi connaît les enjeux des opposants. Donc nous devons pouvoir nous parler, franchement. Et savoir, comme je dis, raison garder, pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais que le fil du dialogue soit permanent. Et quand malgré tout la crise post-électorale éclate, les rencontres se multiplient. Il n'y a pas une famille pétée
qui n'a pas une grande famille alliée, qu'il soit Akan ou qu'il soit Malinké. Il n'y a pas un BT qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie, notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger ça. Chers parents, mes chers frères, je suis venu ici pour vous dire, restez en paix. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le développement, qu'on sorte de la pauvreté. Et c'est l'ambition que porte le président Ouattara avec son gouvernement. Quand les positions se durcissent, il ramène tout le monde à la table des échanges. Recomposition de la commission électorale indépendante, accord sur le nouveau code électoral, autant de sujets creusés dans les négociations. Notre responsabilité à tous est de persévérer dans cette voie de la concertation pour consolider les acquis du présent dialogue politique. Ce 4 mars 2022, moins d'un an après son décès, la phase 5 du dialogue politique a refermé ses portes à la primature. Pour la toute première fois, partis, groupements de partis politiques et organisations de la société civile ont signé à l'unanimité le rapport final. Ahmed Bakayoko l'avait prédit. Autre volet de l'actualité, le Premier ministre Patrick Achi donne le premier coup de pioche des travaux de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans le quartier d'Anonkwa-Kouté, c'est dans la commune d'Abobo. La réalisation de ces travaux permettra de protéger près de 246 000 habitants des phénomènes d'inondation et contribuera à l'amélioration de la qualité du cadre de vie et l'épanouissement de milliers de femmes. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. Abobo, PK18, Ramata, Abiba, Madeleine et Angèle vivent dans cette cour commune. Chaque période de pluie, elles vivent un véritable cauchemar. Souvent, quand l'eau vient beaucoup de fois, tu sais, il n'y a pas qu'un niveau. L'eau là, ça vient et force. Souvent, grande personne, mais tu dis tu vas passer là. Il faut que tu attends d'abord l'eau là diminue un peu avant de sortir. Parce que quand les filles, les petites filles, là, les enfants là, sortent dans l'eau là comme ça, là, c'est... Pour voir là, c'est trop, donc ça prend. Mais comme on n'a pas les moyens pour aller par maison ailleurs, donc quand la pluie cesse, l'eau diminue, on est obligé de revenir encore. Donc nous, on cherche l'aide pour qu'on nous aider à faire de l'eau là. D'ici, ils sont venus arranger, nous sommes contents tellement que moi, je ne sais pas c'est quoi m'a dit. Ce jeudi, pour elle et tous les habitants du secteur, de bonnes nouvelles en perspective. Patrick Achi vient lancer les travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. La construction des ouvrages de drainage des travaux pluviales qui va débuter aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de transformation profonde de la Côte d'Ivoire et de notre commune en particulier par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Pour faire face aux risques d'inondation, le gouvernement a entrepris avec le soutien de la Banque mondiale le projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU. Le PARU vise donc le double objectif de la réduction de la vulnérabilité face aux inondations des zones urbaines et de l'amélioration de la gestion des déchets solides. Les travaux de construction d'ouvrages de drainage seront réalisés en 2 phases. La construction d'un réseau de drainage des eaux de plus de 7000 mètres de canaux et l'aménagement de 2 cuvettes et de 6000 mètres linéaires. Le ministre de l'Assainissement a invité les populations à collaborer pour la bonne exécution des travaux. Qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Vous avez vu tout à l'heure dans la projection ce que va devenir ce lieu. Je lance donc un appel aux populations installées sur les sites d'ouvrage, à Yopougon, à Cocody, partout dans le Grand Abidjan et même à l'intérieur du pays, d'accepter le sacrifice de partir volontairement pour que le gouvernement puisse assainir ces lieux pour le bien-être de tous. Patrick Achi, fils d'Abobo, célèbre la mise en œuvre de ce projet qui vient améliorer les conditions de vie des populations. Je ne peux pas oublier mon quartier. Ce projet paru de 155 milliards de francs CFA, c'est lui qui, d'ici seulement 15 mois, va changer le visage d'Abobo, la qualité de la ville. Saluant l'important soutien des partenaires au développement dans la Banque mondiale, le Premier ministre explique aux populations la nécessité de certains déplacements. On est obligé, lorsque votre maison se trouve sur l'endroit où l'eau va s'écouler, d'enlever ces maisons. Parce que sinon, elles vont faire un obstacle, ces maisons,
à l'écoulement des eaux et les eaux vont monter et inonder tout le quartier à cause d'une ou de deux maisons qui sont restées là et qui ont été construites sous le caniveau, là où l'eau doit passer. Donc, daignez accepter quelques difficultés, moyennant bien sûr indemnisation, pour que l'ensemble du quartier puisse avoir une vie meilleure. Patrick Hachi invite les maîtres d'ouvrage des travaux de qualité dans les délais requis. Devoir de mémoire ce 10 mars sur la terre d'Abobo, celui d'un hommage à l'ancien Premier ministre et maire Ahmed Bakayoko. Ambak, de là où tu es, je sais qu'aujourd'hui tu es avec nous. Tu nous regardes. Tu vois cette ville continuer de changer avec Kandia, comme tu l'espérais, comme tu le voulais tant. Oui, comme tu le voulais, Abobo est et sera toujours Zo. On poursuit avec ce communiqué rendu public ce jeudi par la ministre du Plan et du Développement Kabanyale. Elle a livré les résultats préliminaires du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Selon le document, au terme de cette étape, les premiers résultats du RGPH 2021 estiment à 28 millions l'effectif total de la population résidente permanente sur le territoire ivoirien. Le taux de masculinité demeure supérieur à 100, confirmant cette particularité de la Côte d'Ivoire. Il y a plus d'hommes que de femmes. Le taux de croissance démographique est en constante baisse. L'urbanisation rapide de la population se poursuit. La population urbaine de 2021 est 7 fois supérieure à celle de 1975. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, s'est réuni en séance plénière ce jeudi, la première du genre depuis sa rentrée solennelle, a planché sur la mise en place des différentes commissions. Les membres du CESEC se sont aussi penchés sur le règlement intérieur de l'institution. Sidonie Davila nous le dit. La 13e mandature du CESEC en plénière prépare les tests légaux qui vont régir le fonctionnement de l'institution. C'est un nouveau règlement qui va prendre en compte l'ancien et les nouvelles dispositions qui ont été prises par le chef de l'État, le décret, surtout le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil. Pour ce faire, un comité a été mis en place pour réfléchir sur le règlement intérieur en vue de sa validation dans les prochains jours. Il sera présidé par le conseiller Gustave Abois. Mais bien avant l'adoption des tests, il faut d'abord déterminer les différentes commissions permanentes. Au nombre de 5, elles sont composées des conseillers qui sont appelés à s'inscrire dans l'une des commissions durant les 72 heures suivant cette séance. C'est la première fois, après plusieurs années, que la plénière se tient avec un bureau du CESEC. Nous avons vu les orientations que le président a déclinées dans son intervention et nous nous inscrivons justement dans cette dynamique à l'effet de pouvoir traduire cette vision en réalité. Cette plénière du CESEC est l'occasion pour le président Eugène Akaouéli de galvaniser son équipe tout en réitérant sa vision. Notre institution, au regard des compétences qui la composent, doit rester sereinement le lieu privilégié d'échange et de mutualisation de nos expériences, voire un laboratoire d'idées qui est à l'écoute des différentes institutions et de nos concitoyens. Nous l'avons commencé l'année dernière à travers les grandes rencontres. Nous continuerons nos travaux cette année avec plus d'entrain et de vigueur afin de produire un travail d'une grande qualité sur des sujets d'actualité. La 13e mandature du CESEC est à sa toute première séance plénière. Pour ce quinquennat, le thème principal est « Développement de l'économie sociale et solidaire ». Le colloque international sur le dialogue interreligieux autour de la problématique intitulée « Le message éternel des religions » s'est ouvert ce mercredi. Cette rencontre internationale bénéficie du soutien des membres du gouvernement et du président Alassane Ouattara. Ce colloque vise à promouvoir, entre autres, les valeurs de paix et de cohésion. Parga Sorokone. Ces guides sont issus de toutes les obédiences religieuses nationales et internationales. Ils sont à Abidjan dans le cadre du colloque international sur le dialogue interreligieux autour de la problématique « Le message éternel des religions ».
une initiative de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques à COSIMA. Elle vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de fraternité, de tolérance et d'amour, mais surtout vise à véhiculer et à enraciner les messages de paix et de cohésion. À travers ce colloque, ça va être un départ pour faire passer un message fort, pour qu'on comprenne que la religion, c'est la paix, parce que c'est le message éternel de toutes les religions. Le dialogue, mesdames et messieurs, est la solidarité fraternelle entre tous les Africains, chrétiens comme musulmans. C'est d'abord un état d'esprit. C'est en fait vivre en se parlant, vivre en inventant une manière de s'entendre et de s'entraider les uns des autres. Ce colloque international a vu la participation de nombreux guides religieux chrétiens et musulmans venus du Maroc et des 34 pays membres de la Fondation, dont la Côte d'Ivoire. Nous espérons que les résultats qui vont sortir des 3 jours de discussion et de débat aideront aussi bien les guides religieux que les décideurs à préserver la paix et la cohésion. Comme nous le savons parfois, la religion a servi comme base à des conflits. Et je pense que c'est important que l'histoire nous ayant instruits, aujourd'hui, on essaie de faire tous les efforts nécessaires pour que la religion serve plutôt à la paix. Cette rencontre religieuse a bénéficié du soutien des membres du gouvernement et de celui du président de la République, Alassane Ouattara, représenté par le ministre secrétaire général de la présidence. Je voudrais faire noter que la construction et la consolidation du dialogue interreligieux, participant à l'entretien du lien social, est indispensable au renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la paix. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, déclarer ouverts les travaux du colloque international du dialogue interreligieux organisé par le COSIM et la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Selon les organisateurs, bien qu'il existe un message éternel des religions qui invite les humains à un idéal de paix, la société africaine, notamment ivoirienne, a plus que jamais besoin d'un rappel des principes de tolérance et d'amour. La période de carême rime avec le mot solidarité. Le député de Korogo Commune, Lassina Ouattara, dit l'ASPR n'a pas dérogé à cette règle. Il vient d'offrir plusieurs tonnes de vivres à la communauté chrétienne de sa localité, de la part du chef de l'État, Alassane Ouattara, Ami Sissoko. Un geste évocateur. Lassina Ouattara, député de Korogo Commune, offre des vivres aux fidèles chrétiens catholiques de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Des vivres et un don en numéraire bien apprécié. C'est un geste fort, surtout tant de carême, tant de partage, tant de rapprochement les uns les autres. Et c'est son habitude, chaque fois, chaque année, de nous aider. Alors à travers lui, nous disons merci au président de la République qu'il envoie. Et il a su faire la commission. Le don a été bien réceptionné. Et on les rassure aussi qu'il sera vraiment réparti parmi les communautés pour que vraiment on puisse prier aussi que ceux qui vont recevoir ces dons, ils sauront dire merci à Dieu pour les donateurs. Le donateur visite ici plusieurs lieux de culte. Période de carême oblige. À Aoussabougou, une autre paroisse de la capitale de la cité du Poro, et à l'église AEBC, le même acte posé. Selon le conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara, cela obéit à un principe de cohésion sociale. Au nom du président de la République, nous devons faire ce don au curé pour qu'il partage à la nécessité. Tout le monde actuellement a besoin de soutien. C'est un moment de carême sacré. Et merci encore de faire toutes les prières pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de la prière, pour la paix surtout. S'il y a la paix dans un pays, il y a le développement. Cette caravane du partage est une initiative de l'honorable Lassina Ouattara. Il entend être présent de cette manière à toutes les manifestations religieuses dans la cité du Poro. C'est un ouf de soulagement pour les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite ou encore en activité du district du Bas-Sandra. La SEGRAE se rapproche d'eux. Une agence principale vient d'être ouverte à San Pedro. Plus de 14 000 personnes concernées pourront effectuer leur démarche sur place. Sam Conan.
Fini les désagréments liés au déplacement des assurés sociaux du Bassa-Sandra pour accomplir leur démarche administrative avec la SEGRAE. Une agence principale vient d'ouvrir ses portes dans la deuxième ville économique du pays. Ma joie est très grande parce que vraiment, ils ont vraiment pensé à nous. Transport, tout ça, chambre pour dormir. Maintenant, c'est ici même. Vraiment, ça nous arrange. Ça fait 6 ans de retraite à San Pedro. Recevoir nos prestations sur place ici, c'est un bonheur pour nous. L'ouverture d'une agence principale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État à San Pedro, une fierté pour le Bassa-Sandra. Je voudrais vous remercier pour avoir choisi San Pedro comme pôle de désengorgement de la SEGRAE. Cette déconcentration de vos activités qui va permettre donc de fournir un service social amélioré aux assurés sociaux que sont les retraités. L'agence principale de San Pedro est la 12e agence SEGRAE ouverte à l'intérieur du pays. Suffisamment autonome et outillée, elle saura répondre dans les meilleures conditions et délais à toutes vos préoccupations au même titre que les agences d'Abidjan. L'inauguration de cette nouvelle agence est la manifestation concrète de la mise en œuvre graduelle et progressive de votre politique de déconcentration dans les grandes régions de notre pays. Celle-ci s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République qui est d'assurer une proximité plus grande et plus accrue avec les populations. Le district du Bassa-Sandra, qui comprend les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro, totalise 1137 fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, 13 101 encore actifs, avec une pension mensuelle de 96 millions de francs CFA. Un mot de culture, à présent une scène consacrée aux femmes au Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan. La Nuit des Dames est un spectacle animé par plusieurs vedettes de la mode, de l'humour et de la musique. Une soirée rehaussée par la présence de plusieurs personnalités féminines comme les ministres Nassene Batouré et Arlette Badou. Serge Pacom Didi, Isaïo. Spectacle Nuit des Dames. Le Massa fait un clin d'œil à la jeune féminine dans cette ferveur de la Journée internationale des droits de la femme. Sur une scène consacrée uniquement à la femme, sur un même plateau, la femme s'exprime à travers différents arts de l'humour, beauté, glamour, mode avec 8 stylistes qui présentent des collections dédiées à la femme. La musique également est au rendez-vous. Roselyne, Candice, Afou Keïta font danser et chanter ces femmes heureuses d'être magnifiées. De grandes notes de nostalgie avec la reine de Laoko, Antoinette Konan. C'est un plaisir pour moi d'abord de partager cette soirée avec nos responsables. Je suis venu jouer ma partition. Une soirée rehaussée par la présence de plusieurs personnalités féminines et d'épouses des ministres. Un beau défilé de belles prestations musicales qui nous ont fait rêver. Le pari est gagné parce que les femmes nous ont démontré vraiment leur talent ce soir. Leur talent dans la mode, dans la musique et surtout dans l'humour aussi. Un spectacle haut en couleur et riche en émotions. Dans le reste de l'actualité en Guinée, c'est la fin de l'état de grâce pour la junte au pouvoir. 58 partis politiques, dont l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sidya Touré, ont signé une déclaration dans laquelle ils dénoncent des dysfonctionnements qui, selon eux, entravent la conduite réussie de la transition. Ils estiment que la junte tarde à accomplir les actions nécessaires pour un retour à un ordre constitutionnel. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est donc la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente nuit sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.